Bonjour et bienvenue à tous. Merci infiniment, Monsieur le Président Chantuy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adeline Baldacchino, avocate générale au parquet de la Cour des comptes, et je vais simplement introduire les différents temps forts de cette journée en invitant donc à nous rejoindre Serge Barichard, premier avocat général qui va modérer la première table ronde, ainsi que les intervenants Gilles Miller, Marie-Odile Allard, Thierry Savy, Christophe Pierucci, et pendant qu'ils vont s'installer tranquillement, je vais en profiter pour vous dire quelques mots à la fois sur le déroulé de la journée et puis sur les règles du jeu, en particulier concernant les personnes qui assistent à cette conférence et à ce moment, à ce colloque en ligne, puisqu'ils sont plusieurs dizaines en ce moment même plusieurs centaines à nous suivre, et qu'ils vont donc pouvoir à la fois assister à tous les débats et, chose intéressante, y participer même, puisqu'ils vont poser des questions en ligne. À certaines d'entre elles, nous avons une petite équipe de juristes qui est à la Cour. La réponse très simple ou technique pourra être faite directement, mais nous allons en sélectionner quelques-unes que nous poserons à la fin de chacune des tables rondes et que je me permettrai de relayer. Par ailleurs, sachez que nous avons réservé un temps en fin de journée, une demi-heure à peu près, à toutes les questions d'ordre plus général, soit au regret, au remords, celles qui n'auraient pas été posées à la fin de chacune des tables rondes, soit plus transversales. Et donc, vous devriez avoir l'occasion de poser toutes les questions qui sont susceptibles de vous intéresser. Vous le savez, vous avez le programme. Nous avons quatre temps. Le premier est celui qui est dédié à la question des infractions elles-mêmes et des justiciables. Nous aurons ensuite un certain nombre d'interventions de grands témoins. Je n'entre pas dans le détail ici puisque vous disposez tous du programme. Mais nous aurons aussi donc les 3 tables rondes qui suivront, qui seront dédiées plus spécifiquement d'une part à la question des impacts de cette réforme sur le management public en général et les chaînes de responsabilité en particulier. La troisième, elle, s'intéressera à l'articularité avec les autres régimes de responsabilité qui peuvent exister. Et la dernière fera un focus sur les droits des justiciables et les droits de la défense en particulier. Voilà, maintenant place au débat. Merci beaucoup, chère Adeline. Donc, Serge Barichard, premier avocat général près la Cour des comptes. Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette première table ronde du colloque gestionnaire public, quelle responsabilité financière, est sobrement intitulée Justiciable et responsable. Elle a pour objectif donc d'éclairer en fait la suite des débats, comme l'a précisé Adeline, en précisant quelques notions essentielles. Et dans la phrase que je viens de prononcer, eh bien, il y en a déjà 3. Gestionnaire public, justiciable, responsable. Il nous revient en quelque sorte, chers invités, de poser les fondamentaux, de définir l'espace au sein duquel s'exprimeront les tables rondes suivantes. Alors, notre table, pour être ronde, n'est pas pour autant une table rase. Le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, s'agissant de son champ et de ses infractions, s'inspire de celui de feu la Cour de discipline budgétaire et financière, la CDBF. Mais comme il a déjà été dit à plusieurs reprises, se contenter d'y renvoyer ne serait pas pertinent. D'abord parce qu'il existe des différences parfois significatives, nous le verrons notamment à propos des infractions. Ensuite et surtout, et là le procureur général y a insisté dès son propos introductif, parce que l'ambition de ce nouveau régime va bien au-delà de ce qu'était la CDBF. Il s'agit d'un régime unifié qui succède aux 2 régimes préexistants, un seul régime pour l'ensemble des acteurs de la chaîne financière, un seul juge. Alors, ce régime vient affirmer la place de ce que nous appellerons par commodité la justice financière. Nos collègues judiciaires ne nous en voudront pas, en la modernisant, et le changement est en fait profond. La volonté des concepteurs du colloque a été de mettre le justiciable au centre de nos échanges. En effet, si des initiatives ont été prises, si des rencontres ont déjà été organisées, la demande d'informations, pour ne pas dire les inquiétudes générées par ce nouveau régime, sont restées fortes. Et elles sont compréhensibles. Comme beaucoup de mes collègues, je n'ai pas été que magistrat financier au cours de ma carrière. J'ai par exemple exercé en collectivité territoriale, en ayant notamment en charge la commande publique et les questions juridiques. Et bien évidemment, je me suis posé des questions de responsabilité en tant que gestionnaire public. Alors, pour répondre à ces questions, il vaut mieux être au clair sur les termes essentiels et notamment les 3 précités.
Alors, justiciables, nous le sommes tous, à un titre ou à un autre, au moins vis-à-vis des juridictions judiciaires. Et ça n'a rien de stigmatisant que d'être justiciable. Au contraire, devant les juridictions civiles, cette qualité peut permettre de faire reconnaître et exercer ses droits. Responsables de nos actes, nous le sommes tous également. Mais qui est concerné par la responsabilité spécifique des gestionnaires publics et pourquoi? Alors, cela demande de s'y arrêter un moment. En effet, si je suis justiciable devant la Cour des comptes, c'est que je suis assimilé à un gestionnaire public. Mais cela ne veut pas dire pour autant que je suis forcément un agent public. Inversement, ce n'est pas parce que j'exercerai des fonctions publiques que je serai forcément justiciable. Et dans tous les cas, je ne serai pas forcément considéré comme responsable. Est-ce que vous me suivez? Alors, pour ceux qui ne me suivent pas, tant mieux, cela justifie la présence de nos invités et tout sera clair après leur intervention. Alors, Gilles Miller donc, est conseiller maître à la Cour des comptes. Il a exercé de nombreuses fonctions, au siège comme au ministère public, en Chambre régionale des comptes, dont il a été président. À la Cour des comptes, il a été notamment avocat général et il a également été membre de la CDBF jusqu'au dernier souffle de celle-ci, si je puis dire. Il interviendra en premier, car il est chargé de répondre à la question qui est à la base, encore une fois, de ce colloque. Qui sont les justiciables? Marie-Odile Allard est présidente de section à la Chambre du contentieux de la Cour des comptes. C'est une spécialiste du secteur public local. Elle a notamment exercé différentes fonctions en Chambre régionale des comptes, au siège comme au parquet, même si nous l'avons vu s'éloigner avec regret, voici quelques temps, mais pas très loin. Elle prendra le problème à l'envers. Quels sont les cas de non-justiciabilité d'une part et d'exemption de responsabilité d'autre part? Donc, au terme de cette première séquence, nous devrions avoir cerné qui relève potentiellement du régime de responsabilité des gestionnaires publics. Reste à voir pourquoi. En effet, c'est heureux, il ne suffit pas d'être justiciable pour se retrouver devant le juge financier. C'est d'ailleurs la première réponse à apporter aux inquiétudes qui se manifestent. Ce n'est pas parce que je prends ma voiture que je vais avoir une contravention. Si je respecte le code de la route, tout devrait bien se passer. Donc la deuxième séquence d'intervention concernera donc les infractions. Et Thierry Savy est conseiller maître à la Cour des comptes, membre de la Cour d'appel financière. Il a eu le privilège, si je puis dire, d'être le dernier secrétaire général de la CDBF. En quelque sorte, c'est lui qui a éteint la lumière en sortant. C'est dire s'il est bien placé pour livrer son analyse des infractions prévues par l'ordonnance du 23 mars 2022 entre continuité et changement. Continuité par rapport à la CDBF, mais d'autre part, changement parfois significatif. Et enfin, Christophe Pierucci est professeur de droit public à l'Université de Strasbourg. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages juridiques traitant principalement du droit des finances publiques. Il interviendra plus particulièrement sur un point, à la fois source de discussion et de préoccupation pour les gestionnaires publics, celui de la faute de gestion comme source potentielle, j'allais dire autonome, de responsabilité devant le juge financier. Au terme de ces deux séquences qui auront planté le décor, donc nous ouvrirons le débat au travers d'une troisième et dernière séquence. Voilà donc notre programme. Alors, je demanderai aux intervenants de respecter les 10 minutes allouées à chacun pour l'intervention initiale, afin que nous puissions préserver la trentaine de minutes prévues pour la troisième séquence de questions-réponses. Et je passe donc la parole sans plus tarder à Gilles Miller, en lui posant donc cette question première: qui sont les justiciables dans le cas de la responsabilité des gestionnaires publics devant la Cour des comptes? Merci, cher Serge, merci, Monsieur le Président, de cette table ronde. Alors, dans la répartition des rôles des prises de parole au cours de cette table ronde, il ne nous a pas échappé qu'il y a une répartition, il y a une division du rôle entre celui qui inquiète et celle qui va rassurer, celui à qui il incombe de dire quelle est la liste des justiciables, décrypter avec vous l'article L131.1 du Code des juridictions financières, et puis celle qui va décrire l'ensemble des exceptions ou des exemptions qui caractérisent ce nouveau régime de responsabilité. Et je remercie d'autant Serge d'avoir commencé son propos par celui qui aurait été le mien s'il ne l'avait pas dit: justiciable n'est pas coupable. Justiciable signifie simplement que l'on est le sujet d'un régime juridique. Comme Serge l'a rappelé, nous sommes tous, et c'est heureux, des justiciables de la juridiction civile, c'est-à-dire que nous avons accès au juge civil comme nous avons accès au juge administratif. Bon, dans le cadre d'un régime répressif, effectivement, c'est-à-dire que potentiellement, et pour peu que l'on puisse se voir
imputer les infractions qui correspondent à la définition du Code des juridictions financières, on peut avoir à répondre de son action. Mais tous les justiciables ne sont pas forcément des personnes qui seront poursuivies ou mises en cause. On avait prévu, pour simplifier les choses, qu'il y ait voilà, je pense que pour Mario Dill, c'est pareil. Voilà. Alors, en introduction de réflexion, la définition des justiciables est très largement inspirée de la définition, de la large acception de la notion d'agent public telle qu'elle figure, telle qu'elle est présente dans l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. La notion d'agent public, en 1789, est une notion assez neuve. Elle ne correspond pas à une catégorie précise de serviteurs de l'État, de titulaires de charges à l'époque, et elle induit une capacité de toute personne qui est en situation d'être un gestionnaire public, pour employer un vocabulaire contemporain, qui est celui de la Réforme, et de rendre compte de son administration à la demande du dit citoyen. La deuxième remarque introductive que l'on peut faire, c'est que cette définition des justiciables, cette énumération justiciable telle qu'elle résulte de l'article L131.1 du Code des juridictions financières est extrêmement proche de la définition qui en a été donnée dans le livre 3 du Code des juridictions financières en ce qui concernait la CDBF. Et une bonne partie des observations que je vais être amené à faire aurait concerné, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, un colloque sur le même sujet concernant la CDBF. Pourquoi cette définition? On va voir qu'elle est plutôt large, qu'elle est même très large, même si on verra tout à l'heure qu'elle comporte des exceptions et des exemptions. C'est le souci de protection des deniers publics qui est à la base de ce régime de responsabilité. Alors, l'énumération des justiciables telle qu'elle résulte de la lecture de l'article 131.1, vous l'avez sous les yeux, ce qui est assez remarquable, c'est qu'elle procède par cercle concentrique. Et comme des cercles concentriques dans une mare, d'un caillou qui ferait ricochet. Il est tout à fait remarquable, personne ne l'a vraiment souligné, que la toute première, le premier item, la première ligne de ces cercles concentriques concerne les plus proches collaborateurs, les membres de cabinet, de ceux qui précisément sont exclus dans les conditions que Mario Dill va vous exposer tout à l'heure. Autrement dit, il y a une exception, en gros c'est la sphère politique, Mario Dill détaillera, mais ce n'est pas parce que vous êtes les proches collaborateurs, nous dit le législateur, de ces personnes exclues du régime de responsabilité que vous en êtes exclus. Et à partir de là, les cercles ne cessent de s'élargir. On trouve ensuite tous les agents de l'État, c'est une définition organique, les agents de l'État ou les agents de la plupart, je ne dis pas la totalité, la plupart des personnes morales de droit public. Puis alors, vous avez un cercle beaucoup plus large ensuite, tous ceux, et on vise les représentants, les administrateurs, les agents, en des termes extrêmement généraux, qui couvrent beaucoup de fonctions, des organismes qui sont de la compétence des juridictions financières, de la Cour ou des chambres régionales et territoriales des comptes. Et puis il y a une voiture balai. Tous ceux qui exercent en fait ces fonctions sont justiciables de la Cour des comptes, du nouveau régime qui est dévolu à la Chambre du contentieux de la Cour des comptes. Donc s'il y a quelques catégories de personnes physiques qui échappent à ce régime, ce n'est que partiellement, et encore, on aura l'occasion d'y revenir, mais ce ne sera pas avec moi, on verra qu'il ne s'agit pas d'une exemption totale de responsabilité. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui échappe à ce nouveau régime, ce sont les membres du gouvernement, et bien même les membres du gouvernement peuvent être mis en cause au titre d'une des infractions, qui est l'infraction de gestion de fait. Ce serait nier l'existence de l'infraction de gestion de fait que d'en exempter a priori une catégorie d'agents publics, fussent les membres du gouvernement. Donc aucune exemption n'est absolument totale. Alors il y a 2 idées à retenir de cette liste, et c'est les 2 points sur lesquels je vais maintenant me concentrer. 1, cette liste est vaste, très vaste, plus vaste qu'on ne croit. 2, elle est extensive et elle est évolutive. On commettrait une erreur en limitant la notion de justiciable à la notion d'ordonnateur. On a souvent dit, mais c'est une commodité langagière, et ce n'est rien d'autre qu'une commodité langagière, que
La CDBF, donc aujourd'hui la Chambre du contentieux, c'est la juridiction des ordonnateurs par rapport à la juridiction des comptables. Cela avait un sens quand on voulait être très explicite, et à l'époque de la RPP, mais la juridiction de la Cour des comptes, comme naguère la juridiction de la CDBF, c'est une juridiction des gestionnaires publics au sens large. Plusieurs catégories d'élus n'en sont pas exemptées. On verra tout à l'heure qu'il y a des exceptions, c'est celle de la sphère politique, mais cette sphère politique ne permet pas, l'exclusion de cette sphère politique ne permet pas, par exemple, à des présidents d'organismes élus tels que les présidents d'universités, tels que les présidents d'organismes consulaires, tels que... Non, moi je n'ai qu'une... Voilà, je n'ai qu'une seule fille. Non, pardon. Non, on ne va pas dévoiler le brillant exposé de Marie-Odile. Même des élus, donc, ne sont pas exonérés de leurs responsabilités. Seuls ceux de la sphère politique le sont. Donc, plusieurs catégories d'élus ne sont pas protégées. Alors, il y a une exclusion, mais qui est assez évidente, mais encore faut-il le dire, nous sommes un régime répressif qui ne connaît que les personnes physiques. Autrement dit, les personnes morales sont exclues. Seuls les agents, représentants, administrateurs des personnes morales de droit public ou de celles qui relèvent des contrôles des juridictions financières sont concernés. On ne peut pas s'abriter derrière la responsabilité entre guillemets collective de la personne morale. Vous savez qu'en revanche, dans le droit pénal, depuis la réforme de 1994, la responsabilité pénale des personnes morales avait été, à contrario, reconnue. Les comptables publics dans tout cela, je sais que c'est une question qui concerne et qui intéresse une partie de l'auditoire. Ils en font partie, mais pour dire les choses simplement, dans la stricte limite des fonctions dont ils ont le monopole et qui sont les leurs. Ou, pour ceux, c'est vrai pour une catégorie d'agents comptables, pour ceux qui exercent des fonctions d'ordonnateur auprès de l'ordonnateur. Mais dans une très large mesure, il faut bien voir que c'est à la question des comptables publics, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ne se pose qu'à la lumière, qu'à la lecture des infractions qui peuvent leur être reprochées. Il y en a qu'ils peuvent commettre, il y en a qui, à l'évidence, me semblent très éloignés de ce qui relève de leur action quotidienne. Il faut simplement noter, s'agissant des comptables, que la loi leur assigne, dans l'ensemble du dispositif de responsabilité, une fonction de lanceur d'alerte. Alors, lanceur d'alerte ne veut pas dire responsabilité. Mais dans la mesure où ce sont des justiciables, c'est une fonction qui doit être prise au sérieux par l'ensemble des comptables. Et puis, toujours, idée à retenir à propos de ce premier point fondamental, la liste est vaste, plus vaste que vous ne croyez. Les gestionnaires de fait, et pas les comptables de fait, ceux qui exercent de fait les fonctions de gestionnaire public, vous savez ce que j'appelais la voiture balai de l'article L131.1, eh bien ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une vue de l'esprit. On pouvait le penser pendant longtemps, puisque c'est une notion, c'est une situation que la Cour des disciplines budgétaires et financières a peu rencontrée, donc elle a peu illustré dans sa jurisprudence, que c'était une disposition du législateur qui n'avait pas vraiment de conséquences pratiques, pas d'effets pratiques. Un des derniers arrêts de la CDBF, rendu en novembre 2022, concernant une grande fédération sportive, a mis en évidence une situation de cet ordre et a condamné, avec d'autres personnes, un directeur de fait, quelqu'un qui exerçait de fait, alors que c'était un simple prestataire extérieur, les fonctions de directeur financier de la dite fédération. Et coïncidence, c'est une coïncidence jurisprudentielle, le premier arrêt de la Cour des comptes, dans le cadre du nouveau régime, l'arrêt Alpexpo, rendu en mai 2023, eh bien, cet arrêt, précisément, met en cause une personne qui se trouve être dans la situation d'avoir exercé à la faveur d'une prestation particulière, d'un contrat particulier, les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte. Donc ce n'est absolument pas une vue de l'esprit. Deuxième et dernier point que je voulais évoquer, la liste n'est pas seulement vaste, elle est ouverte. Et cela tient essentiellement au troisième paragraphe de l'article 131.1, puisque tous les agents, les administrateurs, les représentants des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour ou des chambres régionales ou territoriales des comptes peuvent être justiciables de la Cour des comptes. Cela signifie, et il faut l'admettre, que cette liste évolue au rythme des compétences de contrôle de droit commun de l'ensemble des juridictions financières. Donc, cela veut dire qu'elle peut évoluer en fonction de ce que dit le législateur, en fonction de la loi.
En 1991, à la suite du scandale de l'Arc qui est présent dans tous les esprits, une compétence de contrôle un peu particulière a été confiée à la Cour des comptes qui porte sur l'ensemble des organismes faisant appel à la générosité publique. On peut considérer, on en tire la conclusion que agents, administrateurs, représentants qui commettraient une des infractions de la nouvelle liste et qui appartiennent à ce type d'organisme peut relever de la juridiction de la Cour. En 2018, le législateur a étendu la compétence de la Cour et surtout des chambres régionales et territoriales des comptes à tous les organismes de droit privé du secteur médical, médico-social, sanitaire, médico-social. Eh bien, cette simple disposition a mécaniquement étendu la liste des justiciables potentiels de la CDBF naguère, de la Cour des comptes et de sa chambre du contentieux aujourd'hui. Évolution en fonction du législateur, mais aussi évolution en fonction de la situation des organismes de droit privé qui bénéficient de concours financiers ou des sociétés à l'intérieur duquel une personne morale de droit public est majoritaire au capital. Selon que le capital augmente, selon que le concours financier atteint le seuil de 1 500 € ou pas, selon qu'une subvention est retirée ou octroyée, selon qu'une participation au capital devient majoritaire ou est diluée, eh bien, la compétence potentielle de la Cour des comptes au contentieux s'étend ou se restreint. Alors, bien entendu, le ministère public, il y a des garde-fous, et le ministère public joue un rôle essentiel dans cette reconnaissance d'une compétence de droit commun de la Cour qui induit la responsabilité éventuelle de ces gestionnaires, puisque aucun contrôle portant sur un organisme qui n'est pas une personne morale de droit public n'est commencé sans un avis préalable du parquet et qui, en général, est suivi et fait autorité. Mais de ce point de vue, la doctrine du parquet, du ministère public, sur ce qu'est un concours financier et ce qui n'en est pas, est déterminant pour la suite des événements et mettre en évidence la responsabilité des personnes physiques qui prennent des responsabilités, qui exercent des actes de gestion dans cet organisme. De même, sur la compétence territoriale, la question peut se poser de savoir quels sont les organismes percevant des fonds publics ou bénéficiant d'un concours financier ou simplement d'argent public, mais qui prolongent leur action, dont l'action s'exerce à l'étranger. Vous savez qu'il y a une limite territoriale à la compétence de la Cour des comptes. La situation peut être tout à fait limite pour certaines sociétés dans le secteur de l'audiovisuel ou pour des organismes dans le domaine culturel, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la recherche, où une partie des dépenses s'exercent à l'extérieur du pays. Voilà. Mais en conclusion, je dirais simplement d'un mot, et ça permettra de laisser la parole à Marie-Odile, que si ça concerne beaucoup de monde, ça ne concerne pas tout le monde. Voilà, la responsabilité devant la juridiction financière. Et les exceptions et les atténuations de responsabilité vont vous permettre de nuancer le propos, le tableau que je viens de dresser. Merci. Merci beaucoup Gilles, et en fait tu as fait la transition, c'est formidable, donc je laisse la parole sans plus attendre à Marie-Odile Allard. Merci Gilles, merci Serge de me donner la parole. Donc, selon ce qu'a dit Gilles, je suis celle qui console. Sur le périmètre, donc je vais aborder maintenant le périmètre des non justiciables d'une part, puis on en viendra aux exemptions d'autre part. Alors, tout d'abord, les non justiciables. Donc, on va afficher, pour plus de simplicité, si Serge le peut, l'article du Code des juridictions financières, qui n'est plus le 131.1, mais le 131.2, qui suit immédiatement. Donc, alors, sans plus attendre, je vais quand même vous dire qui est concerné, qui sont les non justiciables. Alors, on s'inscrit complètement dans la continuité de la Cour de discipline budgétaire et financière. Et nous avons en gros 3 catégories
d'acteurs, de décideurs publics non justiciables. Tout d'abord, comme l'a évoqué Gilles déjà, les membres du gouvernement, les ministres. Ensuite, nous avons tout le secteur des élus locaux, donc les maires, leurs adjoints en charge de délégation, les présidents de conseils départementaux. Voilà, nous y voilà. Donc, président de conseils départementaux, président de conseils généraux, les présidents des assemblées territoriales des territoires spécifiques, conseils exécutifs de Corse, les conseils de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, et puis les conseils territoriaux, bien sûr, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon. Donc, ainsi que, bien sûr, les vice-présidents et les personnes agissant par délégation. Donc le premier, voilà, ces deux groupes sont le champ du politique, ces acteurs étant finalement, dans la continuité de la CDBF, redevables devant leurs électeurs et non pas devant les juridictions financières. Troisième groupe d'acteurs, ce sont les administrateurs, et élus ou non élus, des organismes de protection sociale qui sont soumis au contrôle de la Cour des comptes, ainsi que, cela a été évoqué, les administrateurs des sociétés, associations de bienfaisance qui, lorsqu'ils ne sont ni présidents ni rémunérés. Voilà. Alors, donc, on retrouve là le champ des non-justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière, avec s'agissant des élus, s'agissant du champ politique, également la non-justiciabilité pour ce qui concerne les agissements dans les fonctions non détachables de leur mandat électoral ou de leur fonction d'élu. Alors, qu'est-ce qu'une cette notion de fonction non détachable, pour l'illustrer, lorsqu'on prend par exemple le maire d'une commune, il est, de par le code de l'action sociale et des familles, président du centre communal d'action sociale. Donc, de par la loi, il exerce cette fonction, donc il reste son immunité en tant que maire se transporte dans sa présidence du centre communal d'action sociale. En revanche, par exemple, le vice-président élu par le conseil d'administration de ce centre d'action sociale est élu parmi l'ensemble des membres du conseil d'administration, que ce soit des personnalités issues du conseil municipal ou des personnalités choisis de par leur action dans le développement social et l'animation. Donc, le vice-président, serait-il lui-même élu municipal, ne serait pas exonéré de sa responsabilité. Voilà pour cette notion de fonction non détachable. Alors, voilà nos non justiciables. Alors, évidemment, nous avons des exceptions à cette non-justiciabilité, et elles sont l'une a été évoquée par Gilles Miller, c'est la gestion de faits. Elle concerne l'ensemble des non-justiciables, que ce soit les membres du gouvernement, les élus locaux ou les administrateurs du secteur de la protection sociale ou du secteur de la générosité publique. Et cette exception de justiciabilité n'est pas nouvelle. La Cour des comptes, comme les chambres régionales des comptes, pouvaient condamner à l'amende une personne qui s'était immiscée dans les fonctions de comptable public. Et cette même personne, si elle était reconnue comptable de fait, était soumise au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. Donc là, nous n'avons pas une nouveauté, mais nous avons une exception assez générale et qui concerne donc l'ensemble des personnes a priori non justiciables. Nous avons ensuite deux autres exceptions qui ne concernent que les élus locaux. C'est pour ça, dans le champ politique, on peut bien distinguer quand même les membres du gouvernement des élus locaux, et je ne les ai pas regroupés dans la même catégorie. Ces deux exceptions concernent premièrement
le sujet de la non-exécution des décisions de justice. Hein. Donc, il s'agit du fait des agissements qui conduisent la condamnation d'une personne morale de droit public à l'astreinte pour non-exécution, exécution partielle ou exécution tardive d'une décision de justice. Et également lorsque ces paiements d'astreinte n'ont pas été effectués dans les délais requis. Donc, cette exception qui rend justiciable l'élu territorial, notamment, n'est pas nouvelle. Elle existait dans le régime CDBF. Elle avait été très peu utilisée. Hein, l'un des seuls arrêts remontait aux années 2001. Il se trouve, paradoxalement, que le deuxième arrêt de la Chambre du contentieux, commune d'Ajaccio, du 31 mai 2023, a ainsi condamné un ancien élu local pour les mêmes raisons. Voilà, donc un élu local peut sortir du champ des justiciables. Deuxième champ qui fait rentrer un élu local dans les champs des justiciables, justement, c'est lorsqu'ils engagent leurs responsabilités propres par ordre de réquisition du comptable et en procurant un avantage injustifié à une personne morale, à autrui ou à soi-même. Alors, là encore, ce point n'est pas nouveau. Pour autant, il y a quand même une nuance, puisque l'infraction elle-même, mais ça Thierry y viendra tout à l'heure, l'infraction elle-même est un petit peu différente et elle intègre l'octroi d'un avantage à soi-même de façon explicite, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà pour les exceptions. Alors j'en viendrai maintenant aux exemptions. Alors l'exemption est un privilège qui accordé à une personne qui l'exonère, qui la dispense de son obligation. Alors, ici, les exemptions concernent donc non pas les non-justiciables, mais précisément la population des justiciables qu'a présenté tout à l'heure Gilles Miller. Et donc, nous avons certains cas d'exemption donc, qui protègent cette grande masse des justiciables. Alors, première exemption que je qualifierais de couverture hiérarchique, hein, il s'agit de la situation où le justiciable a inscrit son action en suivant les instructions de son responsable hiérarchique. Alors, dans cette situation, la responsabilité est en quelque sorte transférée sur le responsable hiérarchique. On voit là un point un petit peu qui existait déjà dans la CDBF. Pour autant, devant la CDBF, il était question d'un ordre écrit. Ici, on voit qu'il n'est pas question d'ordre écrit, donc il appartiendra au juge d'apprécier souverainement à qui imputer finalement la responsabilité dans ce type de situation si un justiciable invoque finalement sa hiérarchie. Deuxième cas d'exemption que j'appellerais la couverture politique. Il s'agit tout d'abord d'un ordre lorsque un justiciable reçoit par ordre écrit préalable des instructions et à ce moment-là, ou même lorsqu'une délibération prise par une assemblée territoriale l'amène à avoir agi dans des circonstances qui l'amènent à être éventuellement commettre une infraction selon le code des juridictions financières. Donc, dans ces deux cas, on a une continuité par rapport à l'ordre écrit d'un ministre ou d'un élu local, mais une nouveauté par rapport à la délibération qui étend le champ en fait de protection du justiciable. On a
Enfin, un troisième champ d'exemption, hein, qui est le cas de circonstances exceptionnelles ou constitutives de la force majeure. Ce point est inscrit dans la loi. Sous le régime de la CDBF, il appartenait au juge d'apprécier les circonstances absolutoires, mais rien n'était explicitement écrit dans le régime de la CDBF. En revanche, cette notion de force majeure était prévue pour le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et avait une valeur exonératoire de la responsabilité du comptable public. Donc dans ce nouveau champ d'exemption, on peut voir à la fois une continuité par rapport à la responsabilité personnelle et pécuniaire qui prévoit cette exonération en cas de circonstances de force majeure, mais en même temps une certaine extension, puisqu'il y a ces circonstances exceptionnelles qui, elles, ne sont pas définies comme contrairement à la force majeure, et qui donne toute la place au juge, là encore, pour apprécier souverainement les circonstances de chaque affaire. Et je crois que c'est ce qui est un petit peu marquant dans ce nouveau régime et qui se démarque complètement, notamment du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, qui amenait à parfois, sur finalement des infractions tout à fait formelles, condamner les comptables. Et donc là, je crois que la place du juge et de son appréciation subjective est ainsi marquée. Voilà ce que je pouvais dire sur les exemptions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Marie-Odile. Surtout que tu n'avais pas la partie la plus facile, puisque bon, il y a des principes de justiciabilité qui sont quand même relativement simples. En tout cas, ils ont été clairement exposés par Gilles. Tu as également clairement exposé les choses, mais il faut bien faire la différence entre la non-justiciabilité, et ça, tu l'as indiqué, quels sont les cas de non-justiciabilité, avec notamment ce point central qui est la non-justiciabilité des élus, hein, dans les cas généraux, et puis les exceptions à cette non-justiciabilité. Il faut distinguer de la justiciabilité, mais avec exemption de responsabilité, hein, et le cas notamment où la personne en cause, le fonctionnaire en cause, n'est qu'un simple exécutant sur ordre écrit de son supérieur ou parce qu'il n'a fait qu'exécuter exactement une délibération prise en connaissance de cause par une assemblée délibérante. Alors juste un point, tu as mentionné, et c'est très intéressant, que le deuxième arrêt dans le cadre du nouveau régime pris par la Chambre du contentieux conversait justement un élu local qui a été condamné parce que justement la collectivité qu'il gérait avait été condamnée à des astreintes successives, répétées, pour non-exécution des décisions de justice. Alors il y a un autre cas également que la Chambre du contentieux n'a pas encore eu à traiter, mais c'est la condamnation de la personne morale à payer une somme d'argent, et la dite personne ne s'en est pas acquittée dans les délais requis. Et là, sans même condamnation à l'astreinte, cette personne est sanctionnable par la CDBF, par la Cour des comptes. Et si je le signale expressément, c'est que dans ce cas de figure, le créancier de la somme à laquelle a été condamnée la personne publique peut saisir le procureur général par voie de déféré. C'est une voie dont on reparlera sans doute, mais qui est également très intéressante. Donc à ce stade, nous savons qui. Maintenant, il faut savoir pourquoi. Et donc, cher Thierry, c'est toi qui vas nous éclairer. Donc là, vous avez entendu la fille du Père Noël. Maintenant, vous allez entendre le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Odile et je m'appelle Jean Balthazar. Voilà, ça, c'est pour vous détendre un peu au début de l'intervention. Donc on va parler maintenant des infractions. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une énumération à la Prévert de l'ensemble des infractions prévues par le Code des juridictions financières. De toute façon, c'est complètement impossible en l'espace de 10 minutes. Donc j'ai choisi un angle d'attaque un petit peu différent et que j'ai pas encore vu dans les différents articles de doctrine qui ont pu être publiés depuis la publication de la loi. Je vais essayer de vous montrer en quoi, selon moi, et ça n'engage que moi, le nouveau dispositif change quand même profondément le plan des infractions, et j'essaierai d'illustrer ça après avec un petit cas pratique. Ça sera rapide, mais tiré des marchés publics. Alors,
vous voyez, j'espère, assez bien mes patates à l'écran, les infractions devant la CDBF. Et ce que vous voyez, parce que c'est assez visuel et ça me semble assez simple à comprendre, devant la CDBF, vous aviez une infraction générale qui était l'infraction aux règles d'exécution générale aux règles d'exécution des recettes et des dépenses du 313.4. Mais en fait, tout est infraction, tout est méconnaissance d'une règle d'exécution des recettes et des dépenses. Et donc vous aviez cette grosse infraction générale, et vous aviez des infractions spéciales qui allaient cibler des faits particuliers. Mais finalement, lorsque vous avez une infraction aux règles du contrôle budgétaire, c'est bien la règle du contrôle budgétaire qui est méconnue. Et dans la jurisprudence de la CDBF, parfois la CDBF était un peu paresseuse et s'embarrassait pas, c'est-à-dire qu'elle allait sanctionner directement sur le 313.4, l'infraction générale, dite générale, si vous voulez, et elle n'allait pas s'embarrasser à aller rechercher l'infraction spéciale. Et donc finalement, ces infractions spéciales vivotaient un petit peu à l'ombre de l'infraction générale, dont elles étaient juridiquement autonomes, mais elles ne l'étaient pas fondamentalement. Et puis vous aviez une deuxième infraction générale, qui était celle du 313.6. Alors les deux patates sont liées parce que à chaque fois on a quand même une méconnaissance de règles. Et puis pour le 313.6, vous aviez des conditions particulières qui sont rappelées à l'écran. Dans sa jurisprudence, très souvent, la CDBF commençait par reconnaître le 313.4, et si les faits étaient particulièrement graves, elle allait sur le terrain du 313.6, ce qui lui permettait d'ailleurs, dans les textes, d'avoir une sanction plus élevée. Mais elle faisait rarement du 313.6 une infraction autonome. Très rarement. Ça, c'était le dispositif que l'on avait auparavant et qui était évidemment extrêmement commode. Dans le nouveau régime maintenant, Serge, si tu veux bien appuyer sur le bouton, dans le nouveau régime, mes patates, elles se sont autonomisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez deux infractions générales et puis des blocs d'infractions spéciales que j'ai regroupés aux règles budgétaires et comptables et puis aux règles relatives à l'exécution des décisions de justice. Et donc les blocs aujourd'hui sont totalement autonomes parce que les conditions posées pour les deux infractions générales sont telles que il est, de mon point de vue, on verra ce que la jurisprudence décidera, mais de mon point de vue, il est totalement impossible ou quasi impossible juridiquement aujourd'hui de pouvoir faire usage d'une infraction générale sur les mêmes faits, d'une infraction générale et d'une infraction spéciale. En réalité, les conditions sont désormais beaucoup trop strictes. Ça veut dire que toutes les infractions ont pris leur autonomie. Et je pense que les éminents professeurs de droit qui sont là ne me contrediront pas si je dis qu'en fait, on peut se féliciter aussi de cette évolution dans la mesure où on a une définition beaucoup plus précise aujourd'hui des différents comportements qui sont visés par la loi. Donc, c'est beaucoup plus sain d'une certaine façon, mais ça va poser d'autres problèmes. Et là, vous avez vraiment une vraie rupture dans ce nouveau régime de responsabilité. Donc, avec d'un côté des infractions générales qui sont quand même fortement contraintes, compte tenu des conditions que vous voyez à l'écran, et de l'autre, des infractions spéciales qui pourraient en fait être beaucoup plus aisément retenues, mais sur un périmètre beaucoup plus restreint. Et alors, on pourrait imaginer demain que la Cour des comptes puisse condamner un gestionnaire public sur la base d'une infraction assez simple et formelle, un défaut d'habilitation par exemple, faute d'avoir pu établir une faute grave et un préjudice financier significatif. Et donc, les infractions spéciales, demain, pourraient devenir la seule porte d'entrée pour entrer en voie de condamnation dans un certain nombre d'affaires où en fait on ne pourrait pas qualifier les faits au regard des infractions générales. Et donc c'est un peu un paradoxe juridique puisque théoriquement les infractions spéciales par définition elles sont censées s'appliquer de manière spécifique et limitée. Et en fait demain dans une affaire vous risquez de voir finalement les infractions générales impossibles à qualifier, mais on ira quand même chercher la responsabilité d'un agent public au titre des infractions spéciales. Et ça, je voudrais l'illustrer maintenant dans un petit cas pratique qui vaut ce qu'il vaut, mais parce qu'à un moment, il faut sortir des principes et voir un peu ce que ça peut donner. Et donc, c'est un cas pratique sur les marchés publics. Serge, si tu veux bien. Alors, j'ai essayé de synthétiser dans une affaire qui me rappelle certaines affaires CDBF, mais enfin j'ai un peu enjolivé tout ça, un peu tout ce qu'on peut rencontrer sur une problématique de marché public. Donc vous avez de nombreuses irrégularités relatives aux conditions d'achat de biens et de services. Ces irrégularités sont systémiques, absence de recours aux procédures formalisées, absence de publicité préalable. L'entreprise, en plus, s'est amusée à scinder un marché qui aurait dû constituer une unique commande, et ce faisant, n'a non seulement pas respecté les règles de passation, mais en plus, ça lui a permis de passer outre le visa préalable qui était requis compte tenu du montant.
pour plusieurs marchés, des avenants ont été signés, mais par une personne qui n'était pas compétente. Et pour terminer tout ça, l'organisme sur un marché n'a pas facturé des pénalités de retard. Là, vous voyez, je pense qu'on a quand même un panel assez représentatif des irrégularités qu'on peut trouver tant dans la passation des marchés eux-mêmes que dans leur exécution. Alors le tableau, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il est assez éclairant. C'est-à-dire que dans l'ancien régime, tous les faits étaient potentiellement sanctionnables. Que l'on aille sur les infractions générales ou sur les infractions spéciales, il n'y avait pas de trou dans la raquette. Hein. C'est-à-dire que l'ensemble des faits était sanctionnable. Mais dans le nouveau régime, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Parce que dans le nouveau régime, l'absence de respect des règles de passation des marchés, alors la faute grave, oui, si c'est un caractère systémique, on peut penser qu'elle serait qualifiée. Mais alors, le préjudice financier significatif, c'est pas parce que vous respectez pas les règles de la commande publique que le préjudice financier est significatif. Hein. On peut le supposer, mais un préjudice supposé, ça fait pas un préjudice. Hein. Donc la difficulté d'établir cette première infraction dite générale. Et puis l'octroi d'un avantage injustifié. Alors soit on est sur du quasi-pénal, parce que vous arrivez à prouver que le prestataire a des liens privés avec un décideur de la structure. Là, c'est du quasi-pénal. Hein. Donc peut-être que sur des affaires que les procureurs nous transmettront, on retrouvera ça. Mais sinon, aller prouver l'intérêt personnel direct et indirect, donc c'est compliqué. Alors j'ai mis du peut-être, hein, parce que je veux pas être complètement pessimiste, vous voyez, mais enfin c'est un peut-être qui vire au rouge. Le marché scindé, c'est clair, vous pouvez plus. La signature des avenants, vous pouvez plus. Les pénalités de retard, oui, enfin, c'est compliqué aussi, parce que un préjudice financier significatif sur les pénalités de retard, ça m'étonnerait quand même. Hein. Bon, on peut aussi, mais c'est quand même compliqué. Et pareil, l'intérêt personnel, c'est compliqué. Donc, vous voyez qu'au final, sur une affaire très simple, j'ai que 10 minutes, donc il faut que j'aille vite, vous vous rendez compte que, et sur la question des marchés publics, qui est quand même une question majeure pour les gestionnaires publics, on y viendra peut-être tout à l'heure, les possibilités de poursuite dans le nouveau régime sont pas les mêmes, ou en tout cas, on pourra peut-être y aller, mais sur des petites infractions, hein, c'est-à-dire le défaut d'habilitation et le défaut de contrôle. Alors tout ça m'amène à une conclusion. Ouais, je suis quand même très rapide, mais comme ça on pourra y revenir après. Mais ma conclusion, en fait, en 2 points. C'est une conclusion positive d'abord. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour le justiciable, c'est bien aujourd'hui d'avoir, je pense, un dispositif juridique qui est beaucoup plus clair, par rapport aux faits qu'il pourrait commettre et par rapport à la qualification juridique de ces faits. Le fait qu'il y ait aujourd'hui des infractions autonomes, de mon point de vue pour le justiciable, est une bonne chose. La conséquence aussi positive pour le juge, c'est qu'il dispose d'une véritable boîte à outils. Alors pour le juge et puis derrière éventuellement pour les juridictions financières quand elles effectuent leur contrôle, il dispose d'une véritable boîte à outils parce que il faut qu'il regarde vraiment l'ensemble des faits et puis voir à la fin ceux qui pourront éventuellement être qualifiés au regard des textes. Mais je vois quand même un vrai risque. Alors c'est facile de le dire, c'est qu'un risque, donc finalement je ne prends pas beaucoup de risques en évaluant ce risque. C'est celui de l'apparition d'un contentieux à 2 vitesses. Et ça, je trouve ça potentiellement inquiétant, et d'une inégalité de traitement des justiciables potentiels. C'est-à-dire que, comme l'illustre le petit cas pratique que je vous ai présenté, nous pourrions demain voir le juge financier sanctionner rarement les fautes les plus graves. Ça ne correspond pas forcément à ce qu'a dit notre procureur général tout à l'heure, mais il y a un risque de mon point de vue, compte tenu effectivement des conditions assez strictes qui sont posées, et en revanche sanctionner plus fréquemment des infractions moins graves et assez formelles. Et donc des justiciables se retrouveraient condamnés pour des faits de moindre importance, quand d'autres justiciables, eux, échapperaient à toute poursuite, ce cas de figure pouvant même se présenter dans la même affaire. Vous voyez, je vous parle sans langue de bois, mais je pense que ce risque-là, aujourd'hui, existe. Alors on verra ce que la jurisprudence en fera, mais je crois que j'ai terminé mon propos. Pas mal, 24. Là. Merci beaucoup Thierry, et bravo pour ce propos concis, mais surtout stimulant. C'est vrai que là, tu poses de vraies questions, y compris pas seulement pour le justiciable, mais pour l'autorité de poursuite, parce que c'est vrai que j'avais, dans les dernières années de la CDBF, j'avais regardé sur 5 ans, et sur 5 ans, dans 80% des affaires que nous avions poursuivies au parquet, nous invoquions le L313-4 que nous considérions comme l'infraction mère. C'est vraiment un peu le fourre-tout.
Et ça rejoint parfaitement je dirais, la distinction que tu as introduite entre infraction générale et infraction formelle. Et ça nous fait également réfléchir, nous, sur notre politique de poursuite, ce que tu viens d'exposer, et ça fera sans doute réagir. Alors, autre thème qui peut faire réagir, c'est une notion qui a suscité des discussions dans la jurisprudence de la CDBF, c'est donc celui de la faute de gestion, sans que pour autant il y ait transgression d'une loi ou d'un règlement, mais par référence à des principes de bonne gestion. Je pense à la jurisprudence Altus Finance et ce qui s'en suivit. Alors Christophe Pierucci, comment voyez-vous les choses dans le cadre du nouveau régime? Est-ce que la question se pose dans les mêmes termes selon vous? Alors pour filer merci Serge Barichard, merci beaucoup. Pour filer un petit peu la référence à Jacques Dutronc, je sais que son autobiographie sort aujourd'hui. La faute de gestion, c'est un peu on nous cache tout, on nous dit rien, pour une autre chanson mais qui ici alors va être un petit peu renversée. On va essayer de tout vous dire sur la faute de gestion. Enfin, je vais essayer en 10 minutes d'éclairer un peu la chose. C'est vrai que c'est un peu le sentiment, la faute de gestion, le sentiment du justiciable, d'être un petit peu en face d'un objet opaque. Alors, on a pourtant affaire à une notion assez claire. Et la faute de gestion, ça désigne un type de faute qui concerne essentiellement les dirigeants et qui correspond fondamentalement à une faute non intentionnelle, c'est-à-dire une négligence ou une imprudence. Elle prend 3 formes et elle se caractérise par le fait qu'elle n'a sa source, cette faute, ni dans la méconnaissance d'une loi, ni dans la méconnaissance d'un règlement, ni dans la méconnaissance des statuts de l'organisme, d'où son caractère potentiellement inquiétant, et donc elle se manifeste sous la forme d'un manquement aux obligations de direction, d'un manquement aux obligations de surveillance d'un dirigeant, ou d'agissements contraires aux intérêts de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions. Alors actuellement, aucune des dispositions des textes normatifs qui concernent la nouvelle responsabilité ne se réfère explicitement à la notion de faute de gestion qui n'est pas employée, donc ni à l'article 168 de la loi de finances pour 2022 qui habilitait le gouvernement à agir par voie d'ordonnance, ni dans les nouvelles dispositions du Code des juridictions financières. En même temps, on sait que la responsabilité devant la Cour de discipline budgétaire et financière a très largement servi de modèle à la responsabilité actuelle, que la Cour était compétente clairement pour sanctionner les fautes de gestion. Et donc, malgré le silence des textes, on est conduit à se demander si la continuité entre les deux systèmes concerne aussi cette possibilité de sanction de la faute de gestion. Est-ce que, comme la CDBF avant elle, la Cour des comptes est en mesure aujourd'hui de sanctionner la faute de gestion? À vrai dire, la Cour des comptes elle-même, la Chambre du contentieux, a déjà, et même si la jurisprudence est encore en cours d'élaboration, elle a déjà donné des éléments de réponse à cette question. Dès son premier arrêt, l'arrêt Alpexpo, dont il a déjà été beaucoup question ce matin, et la réponse que donne la Cour des comptes, c'est un oui mais. Oui, parce que la Cour s'estime compétente pour sanctionner le cas échéant les fautes de gestion commises par les dirigeants. Et dans l'arrêt Alpexpo, on voit bien qu'il est question potentiellement de sanctionner les dirigeants de la fameuse société publique locale à raison du défaut de surveillance des dirigeants successifs de cette entreprise publique locale concernant l'activité de la gestionnaire de fait dont il a été question. Et je le disais, c'est un oui mais. Alors en l'espèce, il n'y a pas eu de reconnaissance de faute les concernant, c'est-à-dire que les faits ne s'y prêtaient pas, ou plutôt on n'est pas allé au bout pour une raison qui tient au mais. Oui mais parce que ce qui ressort de l'arrêt, c'est que la sanction de la faute de gestion est conditionnée par la réunion des différents éléments constitutifs de chaque infraction. Et en l'espèce, ce qui manque surtout, c'est l'existence d'un préjudice significatif. Si bien que la Cour n'est même pas allée jusqu'à l'établissement de la faute grave, dont on peut présumer qu'elle existait. Donc la réponse de la Cour, c'est celle-là. Oui, je suis compétente, mais bon, les occasions de sanctionner ne vont pas être aisées. Et dans la continuité de cet arrêt, moi je voudrais alors apporter quelques précisions et surtout dire 2 choses sur cette faute de gestion dans le cadre de la nouvelle responsabilité. D'abord, dire que la Cour est assurément compétente pour juger, sanctionner les fautes de gestion, et puis dire ensuite que cette perspective, pour autant,
ne devrait pas inquiéter exagérément les gestionnaires publics. Alors, la Cour des comptes est assurément compétente, et elle l'est à 2 titres. Il y a d'abord un article L131-10 du Code des juridictions financières qui incrimine de façon tout à fait explicite la faute de gestion sans la nommer. Et c'est un article, cet article L131-10 qui prend la suite d'une disposition qui existait devant la Cour de discipline budgétaire et financière, l'article L313-7-1, et qui vise les fautes de gestion commises dans la gestion des entreprises publiques. Alors, l'article ne fait pas référence à la notion, mais en revanche, il détaille les 3 formes connues de la faute de gestion qui sont clairement incriminées, donc le manquement à l'obligation de surveillance, ou bien le manquement dans le rôle de direction, ou bien les agissements directement contraires aux intérêts de l'organisme. Alors ça, pour le premier titre de compétence de la Cour, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième qui réside dans l'article L131-9 dont il a été question tout à l'heure, c'est-à-dire l'ancienne L313-4, le manquement aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses des organismes, ils sont nombreux concernés par la compétence de la Cour. Et là, alors, il n'est pas fait référence davantage à la notion de faute de gestion, mais on se souvient que l'article L313-4 a été le point d'appui de l'application par la Cour de discipline d'une jurisprudence relative à la faute de gestion. Et ça, sous le contrôle du Conseil d'État, qui à plusieurs reprises a consacré cette jurisprudence, sans hésitation, et même jusque dans un arrêt du mois d'avril 2023, dans lequel, quelle que soit l'issue sur le fond de l'arrêt, le Conseil d'État a explicitement rappelé, donc je cite l'arrêt, qu'au nombre des règles dont la méconnaissance pouvait être sanctionnée par la CDBF, au titre de l'article L313-4, figurait notamment le principe selon lequel il revient aux représentants d'une société de veiller à la sauvegarde des intérêts matériels de l'organisme dont ils assurent la gestion. Alors qu'en est-il de la Cour des comptes ? Eh bien, l'article L131-9 reprend les mêmes termes que l'article L313-4, en ajoutant des conditions, je vais y revenir. Ensuite, on peut observer que, tout comme la Cour de discipline budgétaire et financière bénéficiait d'une habilitation à sanctionner les fautes de gestion de la part du législateur, c'est le cas aussi pour la Cour des comptes. C'est-à-dire que pour la CDBF, le titre même de la loi de 48 était « loi tendant à sanctionner les fautes de gestion », etc., etc. Pour ce qui concerne la Cour des comptes aujourd'hui dans le cadre du nouveau régime, l'ordonnance n'en parle pas, je le disais, mais en revanche, si on se reporte à l'article 41 du projet de loi de finances pour 2022, celui qui habilitait le gouvernement à agir par voie d'ordonnance, eh bien l'exposé des motifs est très clair, sans équivoque, il y a une intention très claire, non discutée. Le nouveau régime juridictionnel de responsabilité ouvrira la possibilité de sanctionner les fautes de gestion, sous réserve qu'elles aient été à l'origine d'un préjudice financier important. Donc, on retrouve à peu près la duplique dans l'intention du législateur de mettre en place une juridiction compétente pour statuer à cet égard. Alors, la faute de gestion tombe à plus d'un titre sous le coup de l'ordonnance et du présent système de responsabilité. Pour autant, alors, encore une fois, ça ne devrait pas inquiéter excessivement, tout en les inquiétant suffisamment, j'espère, les gestionnaires publics. Pourquoi ? D'abord parce que cette incrimination de la faute de gestion est respectueuse du principe fondamental, enfin des principes fondamentaux du droit répressif, et en particulier du principe fondamental de l'égalité des délits et des peines, qui consiste à dire pas de peine, pas de sanction, sans une incrimination préalable par un texte de loi ou équivalent. Et ça, le Conseil d'État en a déjà jugé ainsi au sujet de la responsabilité devant la CDBF, qui incriminait dans les mêmes termes, je le répète, la faute de gestion, et le Conseil constitutionnel lui-même, à l'occasion d'une QPC, a eu l'occasion de statuer dans le même sens. Alors, le Conseil d'État, c'était au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel au regard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais donc, les deux sont convergents, on respecte, ce faisant, les exigences d'un procès pénal. Et puis, deuxième point, et puis je vais terminer très rapidement, la sanction de la faute de gestion est un mécanisme équilibré. C'est un mécanisme équilibré. Alors là, je pense qu'il faut dire deux choses. La première, je crois qu'il faut combattre l'idée selon laquelle la faute de gestion en tant que telle ferait peser un risque exagéré sur le gestionnaire.
C'est-à-dire que parfois on a cette représentation de la faute de gestion comme un outil qui consisterait pour le juge à apprécier rétrospectivement la gestion. C'est-à-dire finalement à déduire de l'existence d'un préjudice l'existence d'une faute. C'est pas du tout ça qui se passe. Le juge, en vérité, la CDBF l'a montré, dans la réelle Pexpo en le pressant, se situe à la date des faits pour apprécier si oui ou non le gestionnaire a manqué ou pas aux obligations qui sont les siennes. Donc ça, c'est la première chose qui devrait rassurer le gestionnaire. La deuxième qui devrait ne pas trop l'inquiéter, je reviens sur ce qui a été dit abondamment, c'est le fait que les infractions sont assorties aujourd'hui de conditions qui ne sont pas les mêmes que les infractions attrape-tout que connaissait la CDBF. Donc l'article L313.4 aujourd'hui, qui est devenu L131-9, c'est un article qui exige la faute grave, qui exige le préjudice financier significatif, si bien que pour tomber sous le coup de ces dispositions, il suffit pas d'avoir été négligent, il faut l'avoir été de façon insistante, hein, disons. Alors, pour conclure d'un mot, je voudrais dire que, au regard de toutes ces considérations, finalement, la place de la faute de gestion dans la nouvelle responsabilité, elle est en accord avec plusieurs des orientations fondamentales de la réforme. Et en particulier, ne pas tout attendre en matière de bonne gestion de la sanction juridictionnelle, de la sanction par une juridiction, et puis laisser un espace, ce faisant, à la responsabilité managériale. Et c'est un peu vers ça qu'on est renvoyé. C'est-à-dire qu'on est renvoyé à l'idée que maintenant doit advenir cette fameuse responsabilité managériale, hein, à laquelle on laisse un champ. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Christophe, hein, de votre intervention sur ce thème qui peut aussi susciter, qui va susciter des réactions. Alors, on va passer, et je remercie tous les intervenants pour avoir contenu leurs propos, comme demandé, à une troisième séquence plus interactive, qui va être donc une séquence d'échange, de questions-réponses, et pour vous permettre d'affûter vos questions, je vais peut-être prendre l'initiative déjà au sein de notre table ronde de poser quelques questions qui me sont venues pour aller un peu plus loin sur des points précis que les uns les autres avaient abordés. Sur les justiciables, Gilles Miller, alors, ne sont pas concernés, on est d'accord, que les ordonnateurs et les comptables. Néanmoins, ordonnateurs et comptables sont des fonctions fondamentales. Et on a entendu à travers cette réforme que auparavant, quand même, la plus grande partie de la responsabilité pesait sur les comptables à travers notamment la RPP, et que cette réforme était une forme de rééquilibrage vers les ordonnateurs. Entre ordonnateurs et comptables publics, qui est le plus concerné par ce nouveau régime? Alors, est-ce qu'il faut faire durer le suspense? Non, enfin, je livre une opinion personnelle, mais je crois à travers votre question, cher Serge, que nous partageons la même réponse. Le comptable est incontestablement un gestionnaire comme les autres, donc un justiciable, entre guillemets, comme les autres, mais il n'est pas en première ligne. Alors, cela dit, je crois que pour aller un petit peu plus au fond de cette question, qui intéresse, je crois, beaucoup de monde ici, je crois que ça intéresse autant les ordonnateurs et les délégués d'ordonnateurs que les comptables, d'ailleurs, il faut faire un détour, il faut sortir de l'article 101 et de cette liste, il faut aller vers les différentes infractions. Il y a des infractions qui, à mon avis, il faudrait vraiment faire preuve de beaucoup d'imagination, un petit peu tordue pour trouver que ça peut concerner les agents comptables. Je pense à tout ce qui relève de l'inexécution des décisions de justice, de près ou de loin. J'y inclus même le défaut le fait de faire échec à un mandatement d'office. Il y a des infractions, si on les lit bien, je pense aux défauts, aux fautes qui sont liées à l'engagement de la dépense. La rédaction des termes est précise, nous sommes dans le champ répressif où on ne peut pas surinterpréter les textes. À partir du moment où on parle d'engagement de la dépense, le fait d'avoir payé une dépense mal engagée par une personne, ne permet pas de rentrer en voie de condamnation, sauf si c'est systémique, si c'est grave, si ça donne un préjudice financier significatif, par le biais du L131.9, mais là, je crois vraiment que ce serait aussi de la fiction. Il y a des infractions qui sont des protections pour les agents comptables. Je pense qu'on n'en a pas parlé ce matin, mais il y a une 10e infraction qui est la gestion de faits. La gestion de faits, c'est une protection du comptable, c'est en tout cas une protection de la fonction et de la caisse du comptable. Donc là, vraiment, certaines infractions sont là pour le protéger, mais là aussi, il ne peut pas en être l'auteur.
Alors, il y a effectivement des infractions qui le concernent d'assez près. Il y en a une dont on a peu parlé aussi, elle était citée dans l'une des patates de Thierry ce matin, c'est la non-production des comptes. À partir du moment où on se rapproche du cœur de métier d'agent comptable, donc les écritures comptables, la production des comptes, les fonctions à l'égard de la dépense ou de la recette où il dispose d'une très forte autonomie. Et je pense essentiellement aux fonctions de recouvrement et de mise en recouvrement. Là, effectivement, on est dans un champ où sa responsabilité peut être mise en jeu. Dans le cadre de la non-production du compte, je crois que c'est assez facile et assez évident, c'est une infraction qui peut concerner éventuellement les gestionnaires, mais majoritairement les comptables et les agents comptables. Et pour les autres infractions en matière de recettes, si son rôle en matière de recouvrement est constitutif de l'infraction d'octroi d'avantages à justifier, ou si le défaut de recouvrement relève un caractère systémique entraînant des préjudices financiers d'une certaine gravité, d'un montant significatif, là, effectivement, la responsabilité du comptable pourrait être mise en jeu. Mais clairement, il n'est pas en première ligne dans cette réforme. Maro-Edil, donc sur les exemptions de responsabilité et la non-justiciabilité, donc les élus locaux ne sont pas justiciables, sauf exception. Est-ce que une des conséquences, est-ce à dire que le secteur public local est moins exposé, ou au contraire qu'il serait plus exposé du fait de cette non-justiciabilité qui, par voie de conséquence, rétroagirait sur les agents publics territoriaux? Merci Gilles. Serge, ta question est assez complexe parce qu'il faudrait un petit peu, à l'aube de ce nouveau système répressif, regarder un peu dans une boule de cristal. Bon, alors peut-être, tout d'abord, quel secteur public local, de quel secteur public local parle-t-on? Bon, je prendrai le périmètre finalement sous le contrôle des chambres régionales et territoriales des comptes, hein, c'est-à-dire bien sûr tout le champ des collectivités territoriales et le champ aussi où la compétence est déléguée par la Cour des comptes comme tout le secteur hospitalier. Alors, avant de revenir sur les exemptions ou la non-justiciabilité, peut-être un petit regard dans le rétroviseur, hein, puisqu'on a à peu près, on a gardé, comme ça a été dit, à peu près le même périmètre de justiciable, de non-justiciable que sous l'empire de la Cour de discipline budgétaire et financière. Un petit regard sur ce qu'avait jugé la CDBF sur les 5-6 dernières années, les 50 derniers arrêts, en fait, le poids du secteur public local représentait 30%, finalement, seulement, des arrêts rendus. Donc c'est a priori pas majoritaire. Est-ce qu'on peut extrapoler pour autant quels étaient ces secteurs? Si on regarde d'un peu plus près, on avait... donc ça représente 16 arrêts sur les 50 derniers. On a 5 établissements du secteur hospitalier ou médico-social. On a 4 sociétés d'économie mixte ou sociétés publiques locales. On a, je crois, 3 chambres consulaires, des chambres de commerce et d'industrie, 2 collectivités territoriales, une association, un établissement public culturel. Voilà pour ce qui a été jugé par le passé. Donc une masse qui reste, je dirais, un tiers des affaires, peut-être un peu minoritaire. Maintenant, on a quand même dans ce secteur public local une très grande variété, une très grande hétérogénéité d'établissements. Les collectivités territoriales, bien sûr, mais aussi tout le champ, toute la complexité de l'organisation territoriale et des satellites des collectivités territoriales, avec une action publique qui est prise en charge à travers tout un tas d'associations et de dispositifs différents. Des secteurs, des services publics industriels et commerciaux de nature très différente, comme alors les grands services publics, eau, assainissement, ordures ménagères, mais aussi des services culturels, des services à la personne. Enfin,
en réalité, l'action publique locale, en fait, touche tous nos concitoyens hein, au quotidien, et je dirais presque du berceau avec les crèches jusqu'à l'EHPAD et jusqu'aux pompes funèbres. Hein. Donc, au-delà de cette boutade, on voit bien qu'il y a énormément de configurations, donc de risques économiques et financiers associés à la gestion de ces services extrêmement différents, de taille et d'organisation diverses, avec un mélange de public et de privé aussi. Donc par rapport à ces risques, ce qu'on pourrait souligner, ce sont, et là j'en reviens à ce qui a été dit un petit peu sur la responsabilité managériale, on voit qu'il y a essentiellement un enjeu de bonne gouvernance et de cartographie des risques secteur par secteur qui est vraiment là et avec sans doute un progrès à faire parce que là encore toutes les collectivités n'ont pas la même capacité à établir cette cartographie des risques et à mettre en place les dispositifs de maîtrise. Hein. Et c'est bien donné. C'est une question qui sans doute reviendra d'ailleurs. Au titre de la faute de gestion, oui, ce seront les dirigeants qui seront privilégiés, puisque par définition, c'est une faute des dirigeants. C'est une notion qui a son origine dans la responsabilité des dirigeants sociaux, voilà, du droit commercial, et véritablement, bon, elle a vocation à les concerner. On peut imaginer que des agissements directement contraires aux intérêts de l'organisme émanent, pourquoi pas, de subordonnés. Donc à ce titre-là, on pourrait retomber sur la faute de gestion concernant d'autres que des dirigeants. Mais je crois quand même que la vocation de la faute de gestion et de la responsabilité pour faute de gestion, c'est d'éviter de concentrer la responsabilité uniquement sur le lampiste. Donc sa vocation, c'est celle-là, hein, même si éventuellement elle peut permettre de saisir d'autres types de comportements. Voilà. Merci. Donc maintenant, parole à la salle, et pas seulement à la salle, puisqu'on a quand même une très grande majorité de personnes en distanciel, et on a mis en place un petit système qui nous permet également de prendre des questions en distanciel. Est-ce que dans la salle, il y a une première question? Oui, donc Stéphanie Damaret. Si c'est bon. C'est plutôt une remarque et je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Le premier président Moscovici a donné une interview hier à Acteur Public. Il a évoqué notamment la notion de préjudice financier significatif. Il a finalement reconnu que la définition du préjudice financier était probablement trop filtrante, trop précise. On a bien conscience que, en fonction finalement des préjudices constatés, la responsabilité des gestionnaires ne sera pas appréciée de même niveau. Je vous donne un exemple concret. Si on a un préjudice à hauteur de 10 000 euros, bien évidemment, il ne sera pas forcément significatif si on est sur un budget global d'1 million d'euros. Il le sera probablement beaucoup plus pour une petite collectivité. Donc très clairement, on peut s'attendre à ce que la responsabilité des gestionnaires publics qui détiennent les bourses, de petites bourses, soit plus engagée que celle de plus grandes bourses. C'est un biais effectif de la réforme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je peux me lancer personnellement. Donc je rappelle le texte. Le caractère significatif de préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable. Donc déjà, c'est pas forcément proportionnel au budget. Et dans les réflexions que nous avons menées, il y a cet aspect, qu'est-ce qu'est le service relevant de la responsabilité du justiciable. Donc un préjudice
pour être significatif si, au regard de la nature, en tout cas c'est la position du parquet, de la nature de la somme concernée par rapport, je dirais, au service qu'il gère, par rapport même à la nature de cette dépense, il est significatif. Pas forcément au niveau du budget, parce que sur des très gros budgets, dans des très gros organismes, il faudrait atteindre sans doute des sommes considérables pour pouvoir engager la responsabilité d'un gestionnaire. Alors, ceci, ce montant, qu'est-ce qu'un montant significatif? Ça va être à la jurisprudence. Je vois Jean-Yves Bertucci, président de la Chambre du contentieux, de le signaler. Il y a une autre question d'ailleurs, mais là, j'apporterai pas la réponse. C'est est-ce qu'à un certain montant absolu, on n'est pas déjà dans un préjudice financier significatif, quel que soit le montant du budget? C'est une vraie question. Là, la jurisprudence aura également à trancher. Hein. Mais je dirais que là, vous pointez une question sur laquelle il faudra que la jurisprudence réponde. Alors, je sais que c'est très frustrant, mais en tant qu'autorité de poursuite, on peut pas beaucoup aller plus loin. Il y avait une question au fond de la salle. Et puis, alors, on essaie. Et puis après, je vous donne la parole. Oui. Merci beaucoup. Ma question porte un peu sur la très, très intéressante analyse des marchés publics. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt l'infraction mère, c'est plutôt maintenant l'avantage à justifier à autrui ou à soi-même. Et dans le cas des marchés publics, où souvent les règles ne sont pas respectées pour des raisons de calendrier, de procrastination intérieure, et alors qu'il faut quand même passer le marché parce qu'il fait partie un peu des objectifs fixés aux dirigeants ou aux responsables dans sa lettre de mission, avancer le développement informatique de la nouvelle application X ou Y. On voit très bien quand même l'avantage indirect à soi-même qui est accordé par le décideur. Donc, je pense qu'avec l'avantage injustifié à autrui ou à soi-même, on a quand même un élément un peu couvrant, hein, générique, hein, pour traiter un certain nombre des questions de marché public qui ont été évoquées. Ah bon, oui. Mais en fait, c'est pas tellement une question que vous posez du coup. Voilà, donc j'en pense rien, on verra. Non mais objectivement, je vais pas faire de la jurisprudence prédictive. Il faudra quand même démontrer l'intérêt personnel direct ou indirect. Voilà. Donc c'est pas tant pour moi la question de l'avantage injustifié, celui-là ça va, mais que ce soit autrui à soi-même, c'est plus la question de l'intérêt personnel direct ou indirect qui me semble la condition la plus contraignante. Pour le reste, on verra. Il y a une personne au fond de la salle qui était très patiente, donc oui, je laisse la parole. Entre le dirigeant et le lampiste, il y a, je dirais, la gestion publique. La gestion publique, nous vivons tous ici au sein de l'État dans une forme de religion des processus. Bon. Un processus, par définition, c'est complexe. Donc la question va être d'identifier un responsable. Et c'est là où il y a, je crois, une question centrale pour la Cour, qui pour l'instant regarde les choses d'un point de vue systémique. Lorsqu'il faudra identifier des responsables, ça signifiera entrer dans des processus de gestion et dans l'analyse de processus de gestion. C'est pas évident du tout. Qui sera responsable par rapport à une cartographie? Qui sera responsable par rapport à un algorithme? Puisqu'on y va et à toute vitesse. Qui sera responsable, je dirais, même à la limite, en caricaturant, sur un PowerPoint. Parce que bon, chacun sait bien que le PowerPoint joue un rôle décisif dans la gestion publique aujourd'hui. Donc ma question est celle-là. Il va falloir identifier les responsables et ne pas se limiter à l'idée de dirigeant. Alors bien sûr, on peut dire que c'est la responsabilité managériale, qu'il y aura un équilibre, etc., etc. Mais lorsque nous vivons, encore une fois, à l'ère des processus, alors ma question ne concerne pas un organisme déterminé ou un petit organisme déterminé, ça concerne plutôt les questions de filière, de politique publique générale. Lorsqu'on voit un ministre devant questionné par une commission d'enquête parlementaire tâtonner terriblement sur le point de savoir où sont les responsabilités, se tourner vers son directeur de cabinet qui lui-même, on sent bien qu'il est tenté de se retourner également vers d'autres personnes, je crois qu'il y a là un processus, alors sans revenir à Michel Foucault dans les années 60 et à l'empire de la structure, hein, il y a un véritable défi intellectuel pour la Cour. Voilà, ma question porte là-dessus. Ouais, c'est une très belle question et puis c'est un problème essentiel, mais j'ai la réponse.
En fait, c'est le sujet de la table ronde suivante. Au-delà de la boutade, cette question d'approfondissement des responsabilités dans la chaîne financière, cette question de la responsabilité collective, personnelle, etc., c'est vraiment ce qu'on voudrait approfondir dans le cadre de la deuxième table ronde. Donc, si vous le permettez, oui, je vais donc renvoyer cette question à ce qui va se passer en deuxième partie de matinée. Est-ce que, alors pour ne pas frustrer trop quand même nos nombreux participants en distanciel, Adeline, avons-nous des questions? Beaucoup de questions en ligne, des questions qui pour certaines en effet renvoient à la question de la responsabilité managériale et donc aux prochaines tables rondes, des questions sur l'articulation avec le pénal, pareillement, on les traitera peut-être plus tard, des questions qui portent beaucoup sur la notion, sur le risque d'inégalité de traitement, et en particulier, alors des questions de confirmation d'abord, très simples et presque techniques, mais je pense que Marie-Odile Allard pourra nous le dire en 2 mots. Première question, est-ce qu'on a bien compris en comprenant qu'un élu pouvait être justiciable s'il était gestionnaire de fait? Bon, voilà, ça, question clairement posée à laquelle il faut une réponse claire, et c'est oui. Question aussi, là un peu plus délicate, mais qui renvoie à un exemple que vous avez donné. Est-ce que ça signifie finalement que dans un CCAS, par exemple, dont les membres du conseil d'administration pourraient être issus de la société civile, les élus membres du conseil d'administration, à l'exception peut-être du président et conseil d'administration, ne seraient pas justiciables, alors que des membres issus de la société civile le seraient. Donc, est-ce que là, on a un risque d'inégalité de traitement qui, très concrètement, se matérialise? Non, au contraire, en fait, parmi les administrateurs de ce conseil d'administration, quel que soit leur statut, issus de la société civile ou élus municipaux, si l'un d'eux est vice-président, dans ses qualités de vice-président, agissant par délégation, en remplacement du maire, par exemple, ce seul vice-président serait justiciable, quelle que soit son origine. Très bien. S'il vient de la société civile, il est bien sûr justiciable, mais au même titre qu'un élu local. Donc élu dans des fonctions de vice-président, comme issu de la société civile, serait justiciable. On a des questions qui portent sur la notion de préjudice financier significatif, évidemment, et de faute grave. Alors, sous l'angle qui a été abordé, un peu abstraitement à ce stade, mais c'est vrai que concrètement, les gens se demandent s'il y a des références possibles, c'est-à-dire s'ils doivent aller regarder du côté de jurisprudence passée, et dans ce cas-là, desquelles, pour commencer à pouvoir estimer ce qui serait possiblement considéré comme significatif ou comme grave. Moi, je pense qu'on peut inviter les gens à regarder l'excellente jurisprudence de la CDBF des 5 dernières années, parce que si la faute grave n'était jamais exigée, en revanche, la CDBF relevait systématiquement la gravité lorsqu'elle traitait des circonstances. Vous savez qu'il y avait des circonstances qui pouvaient être atténuantes de responsabilité, voire totalement absolutoires, mais il y avait aussi des circonstances aggravantes de responsabilité. Alors, est-ce que demain, la Cour des comptes s'inspirera de cette jurisprudence, mais prenons le cas des marchés publics. Lorsque vous avez un marché sur 50 marchés qui ne respectent pas les règles, la gravité, elle est pas établie. Si vous avez toute la chaîne de passation de marché qui est déficiente, si c'est l'ensemble des marchés, comme la Cour l'avait constaté pour France Télé, Radio France en son temps, là on est sur un défaut systémique. Ça constitue une circonstance aggravante. Je me souviens de préfets à Saint-Pierre-et-Miquelon où la circonstance aggravante avait été que quand vous êtes nommé à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous avez un sujet, c'est la filière pêche. Et donc, c'est le sujet important. Donc, si vous ne suivez pas la filière pêche alors que vous êtes préfet de Saint-Pierre, ça constitue une circonstance aggravante. Donc, on peut aujourd'hui, pour faire court, se référer à la jurisprudence de la CDBF sur les circonstances aggravantes. Maintenant, à savoir si la Cour des comptes emboîtera le pas sur telle ou telle circonstance, on verra bien. Mais il existe déjà en tout cas quelque chose. Je vais m'arrêter là, puisqu'il est 11h. Oui. Alors, il n'y a pas eu de questions à l'étage, donc on va sur la mezzanine. Oui. Merci, j'irai rapidement. Je travaille dans un département à la direction des finances et cette réforme appelle nécessairement la construction d'une politique contentieuse de la part des employeurs locaux. C'est un peu ce test-là de cas pratique que j'aimerais rapidement vous exposer. Demain, un employeur identifie une faute grave et un préjudice.
quelle est la marge de manœuvre de cet employeur local pour solliciter, et doit-il le faire, la Cour des comptes en disant, moi, j'ai cette situation. Est-ce que c'est moi, employeur local, qui détermine la significativité du préjudice dont je suis la victime, qui derrière, eh bien, la réponse à cette question, eh bien, peut ouvrir la voie de procédures particulières différentes. Et autrement dit, la fin de ma conclusion, ma question, les agents publics conservent toujours leurs responsabilités disciplinaires, civiles, pénales. Est-ce que c'est dans ce champ-là qu'il faudra s'orienter dès lors que la significativité du préjudice n'est pas suffisamment significative pour pouvoir solliciter la chambre de la Cour des comptes? Oui, je peux donner déjà un 2 éléments de réponse. Il y aura peut-être d'abord les employeurs publics locaux, en fait les ordonnateurs, etc., sont des autorités de déféré auprès de la Cour des comptes, auprès du procureur général, pardon, auprès de la Cour des comptes. Donc, s'ils ont à connaître de situations qui sont qui tombent manifestement sous le coup d'infractions au Code de juridiction financière, ils sont tout à fait à même de déférer cette situation. Maintenant, dans les différentes voies que vous avez énoncées, elles ont toutes leur spécificité. Je vais pas là la question de la complémentarité et de la distinction entre voie pénale et voie de responsabilité financière du gestionnaire public sera abordée cet après-midi. Donc, j'ai pas à déflorer, mais là, c'est pas le même problème. Si c'est un manquement à la probité éclatant, évident, un détournement de fonds, ça sera plutôt le pénal, bien évidemment. Ça sera plutôt le pénal. La fonction disciplinaire, elle, a également, je dirais, sa raison d'être propre, qui est distincte, tout à fait distincte de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Hein, donc, à ce stade, je dirais qu'il n'y a pas de réponse automatique au choix, mais en tout cas, les responsables locaux sont autorités de déférer. Et par ailleurs, suivant la nature des manquements qui sont concernés, il y aura des voies qui seront plus ou moins adaptées. Hein, je ne sais pas si... Oui. Pour compléter le propos et peut-être répondre autrement à votre question, moi j'ai l'impression, ou juste la déplacer un peu, j'ai l'impression que le directeur que vous évoquez a aussi à se poser la question de sa responsabilité devant la Cour. Et là, pour le coup, on est renvoyé alors aux considérations évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire il faudra qu'il s'interroge sur les procédures qu'il avait mises en œuvre et sur leur respect, sur le fait que, oui ou non, il a eu à surveiller à la hauteur de ses obligations ses subordonnés. C'est-à-dire que moi je vois moins, je crois, le dispositif de responsabilité financière devant la Cour des comptes comme un outil au service du supérieur hiérarchique que comme un aiguillon de sa conduite en amont. Et je crois qu'en fait c'est surtout à ça que vous pensez, l'inquiétude du dirigeant face aux erreurs du subordonné. Et là, il est renvoyé finalement à ses obligations et à leur respect, à la mise en place de procédures efficaces. Et on a toute la dimension justement du poids que peut exercer la nouvelle responsabilité sur les dispositifs de contrôle interne. Une toute dernière précision, le procureur général y a fait référence. Le parquet général gère une plateforme de lanceurs d'alerte ou de signalement citoyen. C'est-à-dire que si vous avez à connaître de situations qui sont vraiment, vraiment problématiques, cette voie est également ouverte, sachant que nous, bien évidemment, nous considérons ces signalements avec toute l'attention qu'ils méritent et je dirais toute la sélectivité aussi qu'ils appellent. On me signalait, on va peut-être prendre une dernière question. On me signalait une question de quelqu'un qui est peut-être pas encore gestionnaire public, je sais, mais peut-être étudiant, mais allez-y, je vous en prie. Et là, c'est là. Oui, merci. Bonjour. Moi, j'avais une question concernant notamment sur la liste des justiciables. Si on prenait en compte les justiciables qui sont des agents des organismes publics non soumis obligatoirement au contrôle de la Cour des comptes ou de la Chambre régionale des comptes, notamment les groupements d'intérêt public ou les groupements d'intérêt économique, et s'il fallait prévoir dans ce cas-là automatiquement une clause d'attribution de la compétence de contrôle à la Cour des comptes, ou s'il était automatiquement justiciable pour le coup.
Je connais pas beaucoup de personnes morales de droit public, donc les GIE c'est à part, qui ne soient pas justiciables, soit de la Cour des comptes, enfin qui ne relèvent pas des compétences de contrôle, soit de la Cour des comptes, soit d'une chambre régionale ou territoriale des comptes. Donc les GIP, à mon avis, leur sort est réglé. Les GIE, les GIE c'est très particulier. A priori, ils ne sont pas des personnes morales de droit public, ça ne relève pas couramment de la compétence d'une juridiction financière, à la seule exception des concours financiers qu'elle pourrait recevoir. Et là, ça nous renvoie à la définition complexe des concours financiers sous le strict contrôle du parquet qui donne un avis avant le déclenchement de chaque contrôle. Voilà. En gros, ce sont les subventions, mais il y a tout ce qui n'est pas subvention. Il faut se poser la question au cas par cas de la nature. Les aides d'État ne déclenchent pas la compétence de la Cour des comptes, mais une avance remboursable, il faut regarder de près. Une bonification d'intérêt, il faut regarder de près. Il y a une doctrine là-dessus. Voilà. Mais il y a peu de trous. Il y a des trous dans la raquette du côté des infractions, ça a été bien dit. Je crois pas qu'il y ait de trous dans la raquette du côté de la liste des justiciables. Vraiment pas. Voilà. J'allais simplement proposer que vous notiez vos questions, parce qu'on y répondra au cours de la journée, sur les tables rondes suivantes ou en fin de journée dans ce moment dédié. Et vous proposez de rejoindre le hall pour un tout petit temps de pause, puisqu'à 11h14 précise, nous allons nous retrouver ici pour entendre la directrice du budget à 11h15.